un exemple dont on est assez fier, c'est le budget participatif des agents. On leur a dit, voilà, 100 000 euros par an pour améliorer votre quotidien. Donc allez-y, discutez, débattez, et ça a été un carton. Au-delà de l'aspect sympa, c'est en fait un vrai aspect, un vrai enjeu de cohésion, et surtout ça donne l'opportunité à des agents qui ne le font jamais de piloter des projets. Et ça a permis à des agents de se révéler. C'est super intéressant, parce que ça c'est quelque chose qui peut clairement se faire dans le secteur privé Ah, aussi, complètement. et qui est pas souvent fait. Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel on échange relativement peu dans les podcasts RH. On va parler du secteur public. Et on va axer sur le sujet des défis RH du secteur public pour voir s'ils sont en retard ou si, au contraire, on pourrait s'inspirer dans le privé de certaines actions et certaines initiatives qu'ils prennent. Et pour ce podcast aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Steve Krief. Salut Steve, comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, je suis très content que tu sois là, Pareil, partagé, merci de parce m'accueillir. qu'on a déjà échangé un petit peu, et puis surtout, personnellement, c'est la première fois que j'échange sur des sujets RH avec un acteur du public, et je pense qu'on va avoir pas mal de choses à se dire, tout du moins on en parlait en off, pour voir peut-être les sujets du jour en public, et puis surtout, tu me parlais de certaines choses qui peuvent être des vraies innovations et dans le public, mais surtout qui peuvent être des innovations aussi dans le privé. Donc, je suis très content de faire ce podcast. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour que les gens qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je suis Steve Krief, administrateur territorial. Je suis passé par Sciences Po Paris et le MIT, et j'ai choisi d'être DRH dans le public parce qu'on y aborde une diversité folle de sujets, de la construction d'un budget RH au traitement de situations individuelles. Et on a aussi l'opportunité d'accompagner des agents aux talents très variés et dont les réalisations se voient tout de suite en bas de la rue, par exemple, lorsqu'on travaille dans une ville. Justement, je travaille à la commune de Villejuif. Villejuif, c'est au sud de Paris. Bientôt, tout le monde saura où c'est parce que ça va être un gros point en étoile sur la carte du réseau du métro parisien, puisqu'il y a 2 gares du Grand Paris qui vont s'ouvrir à Villejuif. Il y en a déjà une qui est ouverte. Et aujourd'hui, on travaille avec près de 1600 agents. Mes centres d'intérêt, c'est le management, la transition écologique et le numérique. Et j'ai la conviction que justement, le service public a une voix, quelque chose à dire sur ces sujets. Et j'ai pas vu beaucoup d'acteurs publics s'exprimer sur ces thématiques. Donc, il y a un peu plus d'1 an, je me suis dit que j'allais prendre la parole sur ce sujet sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Et aujourd'hui, il y a plus de 6000 personnes qui échangent avec moi sur ces sujets. Et c'est ce qui m'amène devant vous aujourd'hui. Si la conversation du jour intéresse, ce sera avec plaisir de la continuer sur LinkedIn. Trop cool. Alors pour commencer, on va reprendre un petit peu la définition du secteur public, parce qu'aujourd'hui, le podcast s'adresse à tous, hein, à ceux qui font partie du public et les autres. Et justement, pour pouvoir comprendre un petit peu les différences, on va remettre un petit peu de définition à l'intérieur de tout ça pour comprendre comment toi, tu appréhendes ton quotidien, qui n'est pas le même en fonction justement du public dans lequel tu travailles. Complètement, c'est vrai que le secteur public, c'est un mot valise qui regroupe beaucoup de monde. Il y a 3 fonctions publiques, il y a 6 millions de personnes qui travaillent, dans le public, hein. 6 millions, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, par rapport, aux quelques 40 millions d'actifs, je dirais. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de monde qui travaille dans le public. Donc, je le disais, 3 fonctions publiques: l'État, voilà, hein, les enseignants, les professeurs, la fonction publique hospitalière, hein, les hôpitaux, et puis la fonction publique territoriale. Et dans ce sous-ensemble, il y a encore beaucoup d'employeurs, puisque ça va de la région au département, aux 36 000 communes. Chaque commune est un employeur, et donc moi je suis le DRH de la commune de Villejuif. Et en termes RH et de contraintes, c'est quoi vraiment les grosses différences entre les 3 fonctions, entre les 3 fonctions publiques justement? C'est quoi vraiment les grosses différences qui fait votre, votre différence votre diversité en fait, vos différences en termes d'attractivité et de défis justement dont on va parler? C'est quoi la base qui vous différencie? Je dirais, la première et la plus évidente, c'est les missions, ce qu'on fait. Clairement, voilà, un enseignant, il fait quelque chose de différent, d'une ATSEM, d'une auxiliaire de puère. Voilà, un enseignant, il travaille à l'État, et puis une auxiliaire de puériculture, une ATSEM, elle travaille dans la territoriale. Et puis, il y a l'employeur qui fait que c'est différent aussi. Quand on est employé d'un hôpital, ou quand on est employé d'un ministère, on n'est pas employé d'une commune ou d'un département. Et ça, c'est en fait c'est ce qui fait, pour la territoriale en tout cas, l'autonomie des élus dans leur capacité à piloter leurs projets et à mettre en œuvre leur politique. C'est ça qui fait finalement l'autonomie des collectivités. C'est que les agents, ils répondent à un employeur, et en l'occurrence, dans le cas des communes, l'employeur, c'est le maire.
c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État. Et c'est ça qui, justement, fait que et justifie qu'il y ait plusieurs fonctions publiques. Et quand on en parlait en amont, avant de rentrer sur les défis, tu as 3 fonctions, mais tu as une image du secteur public. Ça, c'est un problème chez vous parce qu'au final, la finalité, la proximité n'est pas vraiment la même. Enfin, la proximité potentiellement est la même parce que c'est un service public, mais les missions ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, ça peut vous poser problème. Complètement, d'autant que, c'est compliqué. On va pas demander à tout le monde de savoir exactement, bah, qui est employé par qui et qui travaille pour qui. Moi, j'avais fait l'expérience quand j'étais en formation d'administrateur territorial, dans une mission pour la région de Hauts-de-France. On était allé à Lille, sur la place, et on avait demandé: «Pour vous, la région, elle fait quoi?» Et les gens nous avaient répondu: «Bon, bah, la région, elle fait, bah, elle s'occupe sûrement des routes, peut-être qu'ils s'occupent aussi, de mes écoles». Bah, en fait, non, la région, elle s'occupe pas du tout des routes. Par contre, elle s'occupe, des trains régionaux, et puis elle s'occupe pas des écoles, elle s'occupe des lycées. Mais ça, on va pas demander aux gens dans la rue de le savoir. Et finalement, ça rejaillit beaucoup sur notre marque employeur. Les décisions qui sont prises au niveau de l'État, surtout de l'État, impactent énormément ce que nous, on a, comment ça rejaillit sur nous, parce que souvent on nous reproche des décisions qui ne sont pas de notre fait. Et puis aussi, surtout, l'État, c'est quand même lui qui fait la loi, et c'est quand même lui qui décide de combien on paye nos agents, puisque il y a à peu près 80% de notre salaire qui est déterminé par un point d'indice qui est décidé par l'État. Et ça, c'est pas le maire qui va pouvoir changer grand-chose à cet état de fait. Donc effectivement, ça a un gros impact sur la manière dont on est en capacité de raconter notre service public, qui peut pas non plus être juste le service public de vive. On est des fonctionnaires, on fait partie du pays, de la France. J'entends les sirènes, voilà, ça me fait penser à nostalgie. Ça me fait penser à mes collègues. Tous ces gens sont mes collègues, même si on est dans d'autres fonctions publiques, on est avant tout des fonctionnaires. Mais donc, du coup, ça, c'est déjà quand même un premier défi que tu as à remplir au quotidien, sur le côté attractivité et faire comprendre vos métiers, faire comprendre qui vous êtes. Tu vas pouvoir le développer, parce que c'est la question suivante, et surtout nous expliquer au sein de la territoriale et notamment au sein de la ville de Villejuif, c'est quoi aujourd'hui vraiment les grands défis RH auxquels tu dois faire face? C'est une question, Alors, il y en a plein, compliquée hein. parce que, il y a des voilà, Ouais, il y on en a, il y en a, a il y en a des plein, plein. défis, c'est voilà, c'est un peu c'est un peu festival, mais il y a aussi plein d'opportunités. Donc c'est ça qui fait que ça fait plaisir à travailler. Ça va être le sujet. On commence par les Voilà, sur les défis et défis. après, Ouais, on non, verra comment tirer. bien sûr, je vais pas esquiver la question. Donc sur les défis, clairement, aujourd'hui, il faut regarder, comment vont les agents. Les agents, ils fêtent des anniversaires, donc il y a un sujet, d'âge de nos cohortes. Clairement, aujourd'hui, on a beaucoup de départs en retraite, sur, des missions qui étaient ancrées dans une certaine vision de comment on faisait les politiques publiques. Donc, là, on avait des gens qui s'occupaient d'écoles, toute leur journée, du matin au soir, et en plus, ils avaient sur place, ils étaient logés, et sur place, il y avait, leurs femmes et leurs enfants qui pouvaient, s'occuper des tâches ménagères. C'est le modèle qui vient des années 50, et ça, c'est fini. Aujourd'hui, les gens, ils ont envie de changer de métier tous les 3 4 ans, et c'est très bien. Ils ont envie de découvrir de nouvelles choses. Ils peuvent plus faire le même métier pendant 40 ans. Et en plus, comme on a prolongé l'âge de départ en retraite, on a des sujets, mettre quelqu'un, rester, je sais pas si on aurait très envie de rester dans une cantine, passer l'âge de 65 ans, avec le bruit que ça peut générer, de s'occuper d'enfants. Il y a un vrai sujet d'accompagnement de nos agents à faire évoluer leurs compétences, pas quand ils sont déjà en train d'avoir des TMS, des troubles musculo-squelettiques, parce qu'ils ont soulevé des bacs en inox toute la journée. Donc ça, il faut le penser en amont. Donc si je peux, pour faire quelques défis, on a l'âge de nos agents, on a les compétences, on a aussi les métiers, la diversité des métiers. Et puis, quand même, il faut le dire, surtout en territorial, il y a un vrai sujet de pécunier, je ne peux pas le cacher. On est un employeur qui ne paye pas énormément, surtout en Île-de-France, quand on a la concurrence de départements, de régions ou d'autres institutions publiques. Parce Donc, qu'aujourd'hui, le ouais. département, la région paye mieux que la territoriale? Mais c'est parce que, souvent on compare des pommes et des oranges. Ils embauchent pas les mêmes agents, qui font pas tout à fait les mêmes métiers. Donc si on peut comparer quelqu'un qui fait l'entretien des lycées, des collèges, des écoles, ça on peut le comparer. Mais le gros des troupes d'une région, d'un département, ça va pas être la même chose que d'une commune. Donc si on met tout le monde, on compare les salaires en moyenne, si on moyennise, oui, ils payent mieux. Mais par contre, là où on a une vraie concurrence, c'est la ville de Paris, qui est juste au nord. Et là, pour le coup, oui, la ville de Paris a plus de moyens et donc parfois rémunère davantage. Même si nous, on est dans la moyenne nationale de notre strate, hein. On paye d'ailleurs nos agents, parfois, on est assez fiers, un peu cocorico sur certains postes. On a mis les moyens pour être attractif, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que comparé même au privé, on n'est
pas compétitif. Depuis 2012 maintenant, le privé paye en moyenne 3 à 5 de mieux que le public. Mais alors, c'est compliqué comme tu dis, parce que justement, tu payes moins, alors pas non plus 50% moins, mais tu payes moins. Tu as un sujet qui est quand même un sujet d'inertie assez forte au départ dans la fonction publique en général, c'est-à-dire que tu on n'a pas tendance à croire ou à penser que dans la fonction publique, comme tu disais, on va rentrer dans un job et puis on va pouvoir partir dans un autre. C'est-à-dire qu'on pense, comme tu dis, on rentre dans la fonction publique, on rentre dans un job et on reste dans ce job-là. On peut monter en termes de catégorie d'agents, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Donc ça, c'est compliqué. Il va falloir que tu nous répondes aussi à comment t'y fais face. Et le troisième sujet, ce que tu dis, c'est la diversité des métiers et le fait de faire comprendre que bah, tu recrutes aussi bien des employés de maintenance, des jardiniers, des cadres, tu recrutes de tout. Donc c'est quand même hyper complexe. Et moi, je mettrais là-dessus un troisième qui regroupe l'ensemble, c'est montrer ton attractivité au milieu de tout ça. C'est-à-dire que ça, c'est des sujets RH que tu dois gérer indépendamment, parce que tu dois vraiment les gérer indépendamment. Mais en plus, au milieu de tout ça, tu dois être attractif. Donc c'est-à-dire que tu dois les gérer en interne et montrer en externe que tu les gères en interne. C'est un casse-tête, quoi. Oui. C'est pour ça qu'on essaie de prendre les problèmes les uns après les autres. Donc, une manière d'y répondre, c'est un vrai avantage du public, c'est qu'effectivement, il faut essayer de casser cette idée qu'on ne ferait que le même métier toute sa vie. Qu'on soit agent, public, contractuel ou titulaire, il y a, et ça c'est un des avantages à travailler dans le public, des possibilités de formation qui sont assez intéressantes. On a dans les collectivités territoriales le Centre national de la fonction publique territoriale, donc nous on est très fan d'acronymes, donc le CNFPT qui est en gros notre organisme de formation dédié. Et en plus de ça, moi je double on est légalement obligé de cotiser au CNFPT qui nous offre des formations. Et en plus de ça, nous, on double le budget. On met autant en face pour que nos agents puissent se former, faire des VAE, évoluer, acquérir des compétences dans leur métier ou évoluer professionnellement sur d'autres postes. Et là, on a des vraies opportunités professionnelles d'évolution pour, ben là, moi, dans mes équipes, ils se reconnaîtront des collègues qui étaient à TSEM il y a de ça quelques années, qui sont désormais gestionnaires, responsables de dialogue social. Et ça, c'est grâce à ces actions de formation et aussi au fait qu'on gère quand même beaucoup de crises. C'est-à-dire que, oui, moi aujourd'hui, je suis DRH, mais demain, dans quelques mois, il va y avoir des élections. Je vais tenir un bureau de vote. Samedi dernier, c'était le forum de rentrée. Tous nos collègues, eh ben, ils tenaient des stands pour accompagner les citoyens qui voulaient en savoir plus sur les actions proposées par la ville. Et à l'occasion de ces temps collectifs où on fait son travail, mais on est surtout agent public, eh ben on se rencontre, on se croise, et là, il y a des affinités, on se dit, oui, toi, tu travailles dans telle direction, tel service, mais en vrai, ça t'intéresse, viens, fais un vie ma vie. Et c'est ça, justement, ce qui pourrait être vu comme deux problèmes, c'est-à-dire cette image surannée qu'on fait toujours le même métier, et j'en recrute plus de 300, plus presque 150, voilà, plutôt 150. Je recrute 150 métiers, je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, ça, c'est une force, les deux ensemble. Parce que justement, bah, les gens, ils peuvent se connaître, on a l'occasion de faire des immersions, et donc on peut aller découvrir de nouveaux métiers. Et ça, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant et on a vraiment insisté là, ces 2 dernières années sur les potentialités de mobilité interne qui, nous ont très agréablement surpris. Alors évidemment, voilà, il y a toujours, des gens qui sont pas satisfaits, ça c'est la vie, mais on a beaucoup plus d'expériences positives et du coup de gens qui progressent et je pense que c'est une des clés parce qu'on a beaucoup d'agents qui ont besoin de changer. Parce qu'au bout d'un moment, ben, quand on a fait 10-15 ans dans le même métier, c'est pas dévalorisant hein, de dire que c'est le moment justement d'aller valoriser une expérience ailleurs. Voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de collègues qui le prennent, qui le vivent mal, qui ont l'impression qu'on leur dit bon bah voilà, maintenant il faut passer à autre chose, allez hop, je respecte pas ton métier. Mais au contraire, c'est une preuve de confiance de dire voilà, t'excelles ici et c'est peut-être le temps pour toi de te révéler ailleurs. Et ça, on le pousse aujourd'hui auprès de nos collègues et pour ceux qui nous ont fait confiance, parce que c'est une confiance réciproque, ça se passe super bien. Ouais. Mais du coup, tu as beaucoup d'heures de formation qui sont données parce que tu dis et c'est très bien, hein, tu dis que tu as le CNFPT et que toi tu doubles, mais au final dire qu'on a le CNFPT et qu'on double, si personne le prend, au final on s'en fout, tu vois? Et est-ce que tu as vraiment beaucoup d'heures? Et là-dessus, est-ce que pour toi donc ça c'est la première question, est-ce que tu formes vraiment beaucoup d'agents? Et la deuxième question, c'est est-ce que pour toi, la vraie plus-value cette dichotomie entre le côté j'ai beaucoup de métiers et je suis sur un semblant qui est censé être des métiers qui restent dans le temps, et le fait que les 2 se parlent,
est une vraie force? Est-ce que ça pourrait être quelque chose que le privé justement duquel du privé pourrait s'inspirer? Parce que tu vois, dans le privé, on dit qu'il y a des formations, mais c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes qui disent: «Bah, tiens, j'ai des super programmes de formation et tout». Très bien, mais combien de personnes qui font la formation réellement chez toi? Combien de personnes tu vas vraiment de combien de personnes tu vas vraiment développer des compétences? Est-ce que tu as, au-delà du fait de dire: «Je vous propose des formations», est-ce que tu as un vrai plan de développement des compétences dans ton entreprise qui va faire que les gens vont se sentir accompagnés ou non, tu as un plan de formation et puis finalement les gens ils partent parce que de toute façon, ils sont pas au courant, ils savent pas ce qu'il y a au-dessus à faire et donc du coup, ils bougent pas. Donc la question, j'y reviens, mais c'est est-ce que tu as vraiment beaucoup de formations chez toi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est une tendance? Et est-ce que tu penses que le fait de pouvoir justement parler avec beaucoup de monde et découvrir ces métiers au quotidien, c'est un plus? Oui, ces 5 dernières années, on a vraiment mis un accent sur ce sujet, justement sur le fait qu'il fallait au sortir du covid, il y a plus beaucoup de gens qui se formaient parce que, forcément, quand on est en distanciel, confiné, on risque pas de se former. On a mis, quand je dis qu'on a des crédits, on les dépense, donc les gens vont se former, et surtout, on a une impulsion managériale. Moi, j'ai de la chance d'avoir de la hiérarchie, qui est très, très volontariste sur ces sujets parce qu'ils ont été eux-mêmes DRH pendant 10, 15 ans avant. Donc, ils sont voilà, on se comprend tout à fait et on est très alignés sur l'impératif d'accompagner ces agents à se former. On a plus justement, on a fait en sorte de pouvoir libérer les gens pour qu'ils aillent se former. On a toujours cet enjeu d'équilibrer. Il faut que chez nous, la continuité du service public, c'est quelque chose de très important. Mais on a mis, voilà, cette priorité et donc, comment pour répondre à la question et être plus très spécifique, sur certaines catégories d'agents, notamment sur des situations où, là, le service public a évolué, on a décidé parfois de fermer des services pour en ouvrir d'autres, et cetera. On a fait des plans de formation spécifiques accompagnés pour les agents ou carrément on les a reconvertis sur d'autres missions. Là, j'ai financé des CAP petite enfance de zéro, entièrement payés par la collectivité, justement pour que les agents puissent se reconvertir. Parfois, on met comme ça, on fait tapis sur certaines personnes pour les accompagner à évoluer. D'autres, ça va être, justement s'assurer que leur formation obligatoire soit bien à jour et leur permettre aussi d'aller découvrir des thématiques de formation qui sont pas tout à fait qui sont un peu pas de côté par rapport à leurs compétences du quotidien que, on n'aurait pas forcément dit il y a quelques années, «Ah bah oui, c'est évident que tu dois aller à cette formation». Notamment sur les sujets de transition écologique notamment. On a décidé tous nos agents sont formés à la transition écologique, pas seulement les collègues des espaces verts et cetera et ça permet à certains de se révéler, de découvrir que, «Ah mais ça me plaît vachement». Donc on a financé des formations d'horticulture, des reconversions, en gestion, agricole et cetera et voilà, je pense que là, je sais que c'est toujours cette difficulté RH, on parle de trucs très généraux et puis ensuite, on veut donner un exemple, un micro-exemple. Mais c'est autant de preuves, que, oui, tous les agents sont formés et surtout, nous, ce qui nous fait très plaisir, c'est que c'est bien équitable. C'est-à-dire que cet effort supplémentaire, on l'a bien réparti entre nos cadres, nos encadrants intermédiaires et nos agents, nos agents qu'on dit exécutants, pareil, nous, on dit catégorie C, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, qui font la politique publique au quotidien. Et je vais te poser une autre question, c'était un truc qui n'était pas forcément prévu parce qu'on n'en avait pas parlé, mais je trouve ça hyper intéressant. Parce que la GEPP, aujourd'hui, c'est quelque chose d'ultra important dans les RH qui est souvent, faut être honnête, pas super pris en compte par les entreprises. Soyons transparents, hein, c'est pas super pris en compte. Pourquoi? Parce que énormément de chefs d'entreprise ne perçoivent pas le côté business et intéressant de la GEPP. Ce qui est nécessaire pour eux, parce qu'ils ont besoin en fait de percevoir le côté business en mode, écoute, j'ai une vision de là où je veux être demain. Et, je veux emmener comment dire, mes collaborateurs ici. Du côté de la territoriale, c'est un peu différent. Enfin, du côté du secteur public, c'est différent parce que tu as pas d'enjeu business en tant que tel. Mais au final, tu as quand même un enjeu business sous-jacent. Parce que les personnes qui sont chez toi, c'est des fonctionnaires. Donc si jamais, la majeure partie, c'est des fonctionnaires, on en parlait. Donc si jamais, in fine, tu n'as pas de vision du développement de leurs compétences, au final, tu te retrouves avec des personnes qui sont obsolètes, qui n'ont plus vraiment d'intérêt, qui de final coûtent à la collectivité très cher. Et donc, du coup, il faut aussi l'anticiper. Et ça, aujourd'hui, tu te sers de quoi et tu le fais comment pour anticiper ces sujets-là qui sont inhérents au développement des compétences, à ce que tu dis, hein. Ouais, je vais juste C'était pas reformuler. prévu, mais Non, non, je vais juste reformuler un petit peu, personne n'est obsolète. Par contre, on a un risque effectivement de ne pas pouvoir répondre à la commande qu'on va avoir de politique publique à conduire. Et ça, c'est vrai que même si pour les élus, c'est pas un enjeu business, c'est un enjeu de est-ce que je vais être en capacité de faire ce que j'ai dit que j'allais faire? Et surtout, justement, de se projeter dans l'avenir. De pas faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire d'accompagner les transformations de la société et offrir un service public qui satisfait tous les citoyens
quel que soit leur âge ou quel que soit leurs besoins, leurs envies. Aujourd'hui, sur ce sujet-là, l'enjeu vraiment qu'on a, c'est qu'on est dans une incertitude. Et la difficulté, c'est que les collectivités, peut-être là où il y a une différence aussi avec le monde du privé, c'est que nous, on incarne la stabilité. C'est-à-dire autour de nous, tout est en train de changer, il y a tout qui se transforme. Par contre, il y a la mairie est là, la bibliothèque elle est là, l'école elle est là, et on est un repère, une espèce de phare dans la nuit pour beaucoup de personnes qui ont l'impression que le monde change trop vite. Nous, on fait quelques sondages auprès de nos agents qui nous disent, mais comme la majorité des Français, j'ai l'impression que le monde change trop vite. Donc il faut qu'on reste ce socle d'identification qui rassure. Mais en même temps, on ne peut pas passer à côté des enjeux du monde de demain. Et donc c'est pour ça que moi je suis assez satisfait qu'on investisse autant sur les enjeux, notamment de transition écologique. Et c'est vrai que moi, je ne dirais pas que notre commune est un exemple en matière de GPEC ou de GEPP, clairement. J'ai pas de plan, j'ai pas de plan de développement des compétences, on liste pas les compétences. Enfin, franchement, j'ai pas les moyens ni le temps à investir sur ce type de plan. Par contre, on essaie de montrer par l'exemple. C'est-à-dire que quand on a des bonnes idées, quand on a justement des agents qui nous disent tiens, ce serait pas mal si on mettait des jarres dans des bols, je crois que ça s'appelle, on met des jarres dans la terre et on les remplit d'eau et l'eau comme ça, elle se disperse dans le sol et on n'arrose plus. Et ben, j'aimerais bien être formé là-dessus. Ok, ben on y va. Et puis au passage, on va former toute l'équipe parce que ça peut être vachement intéressant et en plus, ça sert notre projet de transition écologique. Donc on l'aborde plutôt par ce prisme-là. Donc je dirais que je suis un assez mauvais élève en matière de GEPP. En revanche, on a des priorités et c'est sur la base d'actions clés un peu phares, on s'en sert pour ça ruisselle. On se dit, mais en fait, si on veut, par exemple, acquérir une ferme dans Lyon, ce qu'on a fait il y a 2 ans, il nous faut des compétences. Il nous faut des gens qui connaissent un peu le maraîchage, il nous faut des gens qui savent faire de la distribution de colis. Et petit à petit, d'échelle, enfin de pas en pas, je me retrouve à financer des formations pour tisser la laine de mouton. Parce qu'on a acquis des moutons et qu'il faut bien faire quelque chose du reliquat de laine. Voilà comment on tire le fil, pour filer la métaphore, de ces enjeux de formation. Au final, c'est pas que tu fais pas de GEPP, c'est juste que tu as pas de prévision au départ, tu vois? C'est juste que, en gros, comment dire? Tu es là et tu développes les compétences en fonction des besoins qui arrivent et en même temps, comme tu as pas de besoin de business, c'est quelque chose aussi qui tu t'adaptes au fil de l'eau à l'évolution de tes populations et à l'évolution des besoins qui sont là. On essaie quand même, je dirais qu'on est un petit peu plus proactif que ça. C'est-à-dire que, notamment, ouais, sur la question de la transition écologique, il y a une vraie demande politique. Et c'est pas pour rien, les élus ont été élus pour ça. Donc il y a une vraie demande des habitants d'évoluer sur cette question. Et donc on essaie de faire un pas plus loin. Moi, j'ai aujourd'hui des besoins de formation auxquels beaucoup d'instituts de formation ne savent pas répondre. Parce que les formations, elles n'existent pas. Quand je viens dire, je veux que tous mes agents, les 1600, aient eu une sensibilisation à la transition écologique qui soit pas que voilà les dangers qui nous attendent, mais une réflexion collective sur comment on fait pour changer nos pratiques professionnelles, ben, on a dû creuser quand même. On a trouvé des interlocuteurs, ça se passe bien, mais on voit là qu'on est en train de constituer un besoin qui n'existait pas encore. Donc je dirais quand même, ouais, on fait un pas de plus que de répondre à un besoin extérieur. On essaie justement de tracer un sillon et d'ouvrir une voie sur des sujets qui, demain, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que là, dans certaines communes de France, ils gèrent des stocks de packs d'eau. C'est-à-dire ils distribuent des packs d'eau parce qu'il y a tellement de sécheresse qu'ils sont obligés de faire de la régulation. Et demain, on va avoir, malheureusement, le service public qui va servir à gérer ces crises-là, c'est-à-dire empêcher que les gens se battent pour avoir accès à l'eau. Et ben, nous, on essaie de se dire, ben, pour essayer aussi de le voir de manière un peu positive, pour éviter ça et pour aussi préparer nos agents à gérer ce type de situation, il faut les former maintenant. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on essaie un petit peu de prévenir, de se préparer à ce qui va nous arriver. Tu l'as. Tu disais que tu n'avais pas de gestion, tu l'as. Ben, j'ai pas la stratégie en 20 pages, tu sais, le truc bien, Et on bien. parle pas de ça. Mais dans le public, on est fan de Ah, ces mais c'est ça. trucs-là, un peu, tu vois, les stratégies, les 3 plans d'action, tout ça, j'ai rien. Voilà. Par contre, on a une intuition qui nous dit que, et puis les retours qu'on a des habitants nous disent qu'on va plutôt dans la bonne direction. Alors, on parle un peu de tout ça, mais le sujet aussi qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en plus, tu as des réponses à donner, c'est l'attractivité. On sait qu'aujourd'hui, l'attractivité est compliquée. Elle est d'autant plus compliquée dans le secteur public parce que, bah, tu l'as dit, à plusieurs niveaux, hein. C'est-à-dire que l'image du secteur public est mauvaise.
Faut être honnête, hein, il y a des grands poncifs. Dans le secteur public, c'est tous des feignants. On gagne pas sa vie. J'en ai entendu parler. Non, mais voilà, on gagne pas sa vie. En plus, tu as une grosse partie qui est basée, comme tu le disais, sur ce qu'on voit sur le côté secteur public étatique. Il y a une certaine inertie. On voit des personnes qui sont un peu plus âgées qu'ailleurs. On a l'impression que on va faire le même job toute sa vie, que enfin, c'est compliqué, quoi. Clairement, c'est compliqué. Et en plus, comme tu le disais, tu as 150 métiers à recruter. C'est-à-dire que déjà, quand tu dois créer une marque employeur pour une entreprise qui a une quinzaine, une vingtaine de métiers comment dire, à communiquer, à recruter, c'est pas forcément aisé parce que tes personas sont totalement différents. Donc les attentes de tes profils cibles sont complètement différents et tout. Alors là, tu fais comment, quoi? C'est quoi ton sujet? Et ça m'intéresse non seulement pour comprendre un petit peu mieux, mais en plus pour voir s'il n'y a pas des petits trucs sur lesquels on pourrait s'inspirer dans le privé, parce que je suis sûr, et on en parlait en off, que la contrainte amène à l'inventivité. Yes. Euh, pour donner une image, je pense que quand on doit satisfaire tout le monde, le mieux, c'est la glace à la vanille. C'est-à-dire que, ouais, vanilla, faut faire vanilla. C'est-à-dire, faut faire simple. En fait, comme tu dis, j'ai 150 métiers à recruter. Un médecin, parce que je recrute des médecins, hein, il n'a pas du tout la même temporalité que comment ça s'appelle, ou une médecin, hein, que comment ça s'appelle, un responsable système d'information, ou un technicien, ou un cuisinier. Pas du tout. Ça se gère pas du tout de la même manière. Donc nous, notre enjeu, c'est, je pense, deux choses: de faire simple et d'aller directement au cœur de notre message. Donc, faire simple, ça veut dire déjà être prêt et propre sur la manière dont on communique sur nos annonces. Quand je suis arrivé à la ville de Villejuif, on diffusait des fiches de poste. Dans le public, on crée des fiches de poste avec tout ce qu'il y a comme impératif. Oui, si une fois dans l'année, tu dois porter des charges, il y a écrit dedans qu'il y a un risque de port de charge, etc. Et on diffusait ça avec des tableaux, c'était des Word. Et ça, franchement, bah, ça nous permettait de recruter. Mais c'était pas attractif. Ça donnait pas à voir qui on était. Et on a essayé de, voilà, encore simple. On a fait un petit template avec une petite ligne rouge qui est de la bonne couleur sur notre logo, voilà, déjà avec le bon logo, etc., bien propre. Et on s'est dit, les annonces, on fait pas plus de 2 pages. Et surtout, on diffuse l'annonce avec l'intelligence artificielle. On n'avait pas le temps de rédiger des annonces une par une, donc on a créé 2, 3 prompts du style: si tu devais parler de ce métier que tu viens d'avoir dans une soirée à ta famille, comment tu le raconterais? Et désormais, le premier paragraphe, votre mission en quelques mots, c'est ça. Le prompt, donc astuce, hein, je libère je révèle des secrets de fabrication, mais comme c'est un petit prompt, voilà, c'est facile encore une fois. Donc voilà, si tu devais raconter ce métier, comment t'en parlerais? Et donc, on a donné les fiches de poste à l'intelligence artificielle. De toute façon, on les publiait déjà. Donc, on n'a pas d'enjeu de sécurité des données ou quoi. Et donc, on a, grâce à ça, fait basculer des collègues dans oh, je dois recruter. L'annonce, elle est intéressante. En plus, je ne l'avais pas formulée comme ça. Tiens, je vais partager. Donc, il y a de plus en plus de recruteurs, de collègues, directeurs, responsables de service, qui se sont mis à diffuser les annonces parce qu'ils en avaient plus honte, en fait. Et donc, cet enjeu d'être fier de travailler à la ville, ça, c'est quelque chose de fondamental sur l'attractivité. D'abord parce que 60% de nos agents sont villejuifois. Donc, en fait, mon vivier, il est sur la place du marché. Et puis, le deuxième élément, c'est celui justement du projet. Raconter le projet de la municipalité dans cet aspect, comment ça s'appelle, dans cet aspect employeur. Nous, on ne fait pas de politique. Mais il faut bien qu'on raconte ce que les gens vont faire et ce à quoi ils peuvent contribuer. Et donc, on a beaucoup, dans notre communication employeur, insisté sur les grandes réussites. Et d'ailleurs, là, j'ai déjà parlé de notre ferme municipale, parce que c'est des actions totems, c'est des choses qui parlent aux gens. Ah, une commune du Val-de-Marne qui a acheté une ferme dans Lyon, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et là, tac, ça s'arrête. Et donc, j'ai réussi à stopper le scroll. Les gens ont arrêté de scroller. Ils voient une photo d'un mouton à Villejuif. C'est quoi le rapport? Mais oui, il y a des espaces verts dans notre ville. Et donc, on déploie un projet en ambition en matière de transition écologique. Donc, ça vaut le coup que vous jetiez un œil. Et nos candidats nous le disent. C'est-à-dire qu'ils viennent en entretien, on leur dit pourquoi vous voulez venir à travailler à la ville de Villejuif? Souvent, ils ont du mal à dire les compétences des communes parce que, comme je le disais en début, ils ne connaissent pas bien les compétences des communes. Pourtant, quand on vient candidater sur une entreprise, on se renseigne un minimum sur où on vient travailler. Mais bon, mais par contre, ils nous parlent du projet. Ils nous disent ouais, j'ai vu que vous aviez envoyé, là, vous avez fait des séjours dans votre ferme pour les enfants cet été qui ne pouvaient pas partir en vacances. Moi, ça m'a intéressé. C'est pas du tout son domaine professionnel, mais il veut mettre sa main à la pâte. Et ça, honnêtement, c'est ce qu'on a vraiment réussi de mieux. C'est laborieux parce que c'est organique. Donc, c'est très long à faire. Je paye 0 publicité en ligne. Mais c'est ce qui nous a réussi un peu à sortir un peu la tête du lot. Après, on a des vrais enjeux dans le public
pour se raconter. Donc c'est pas difficile de prendre ce petit avantage compétitif qui nous permet justement d'accrocher des candidats. Et puis pour finir sur ce thème de la simplicité, un process de recrutement en 3 étapes, des fiches d'estimation de salaire qui sont prêtes entre le premier et le deuxième entretien et qui sont déjà validées. Moi, ça me fait gagner 2 semaines et du coup, j'ai shippé malheureusement, pardon les copains, mais à 2 semaines près, moi je t'embauche tout de suite. Alors qu'il y avait d'autres annonces, d'autres candidatures, process en cours ailleurs qui prennent 1 mois de plus, 2 semaines de plus. Et ben grâce à ça, bah ouais, alors bien sûr, on fait pas de concurrence directe, je vais pas débaucher, je débauche jamais chez personne, hein, mais c'est clair que quand les candidats sont en recherche, si je propose 2 semaines avant de recruter, ouais, je concrétise. Mais du coup, tu peux faire certaines choses parce que tu es à la ville de Villejuif et que la ville de Villejuif est dynamique. Bah, on essaye, c'est gentil, si Non, si mais, non, si mais c'est c'est l'image la... qu'on renvoie, non, ça mais me fait plaisir. c'est la réalité. On Mais, essaye. mais au final, c'est compliqué. Si jamais tu devais... Le public en tant que tel, si jamais tu devais attirer uniquement sur le côté du secteur public en tant que tel, qu'est-ce que tu pourrais faire? Parce que là, en fait, là, tu attires par rapport à un projet, qui est un projet global, un projet de ville, une vision, quelque chose. Mais si jamais on enlève ce projet, comment tu fais pour rendre le secteur public? Comment tu fais pour être attractif en fait sur ton secteur public? Comment tu fais en fait pour jouer justement sur le... comment tu fais pour montrer toute la diversité, peut-être ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur? Alors je vais Alors c'est complexe parce qu'en ouais, plus, ouais. c'est dommage de te poser la question parce que toi, il y a un vrai projet derrière. Mais toutes les villes ne sont pas comme ça. Malheureusement, Ah, je vais faire une petite réponse, clin d'œil et puis je réponds pour de vrai. Ma 1re réponse, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que, ça, c'est le non, mais au problème de final, l'État. C'est moi, je travaille pour, j'ai choisi, enfin, on m'a choisi et j'ai choisi cet employeur, c'est pas pour rien. Mais, pour répondre sur le fond, non, franchement, nos métiers sont des beaux métiers. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est facile de rentrer dans la fonction publique. Beaucoup pensent que le concours est une porte d'entrée verrouillée, gardée par des gardes, que ça empêche de rentrer. Mais en réalité, de plus en plus, et c'est ce qu'on encourage nous, il faut rentrer dans le public, faire un contrat, 1 an, 3 ans, c'est obligé le contrat. On ne peut pas recruter direct en CDI, hein. Il y a des candidats qui ne me croient pas encore, donc j'en profite partout pour dire je ne peux pas recruter directement en CDI. Par contre, un contrat, 1 an, 3 ans, ça aide du coup à passer un concours. Ensuite, et comme ça, on peut voilà, prendre ses marques. Et finalement, je trouve que le service qu'on rend, pour moi, c'est ce qui fait que bah, c'est aussi pour ça que je suis devenu fonctionnaire. Et c'est ce qui fait que ça, c'est un avantage compétitif énorme par rapport parce que on n'a pas besoin de justifier. Et c'est peut-être ça c'est peut-être ça l'inconvénient l'inconvénient de cet avantage, pardon, c'est que parfois, c'est tellement évident le sens de ce qu'on fait qu'on n'en parle pas assez. Voilà, et les missions sont tellement belles quand on accompagne des enfants, à faire des séjours ou même, comment ça s'appelle? On sert des bons plats à des enfants de maternelle, qui se régalent, enfin ou de crèche qui se régalent dans ce qu'ils font ou même quand on sécurise une super manifestation. On avait encore 10 000 personnes à notre forum de rentrée samedi dernier et que ça se passe super bien et que, sur la place de la ville, tout le monde est heureux. Ça nous rend fiers. C'est encore cette notion de fierté. Et donc ça, on essaie de le mettre en avant et je pense que beaucoup de collectivités, ne l'assument pas assez, cet aspect. C'est beau les missions qu'on fait et je pense qu'il faut le dire davantage et ça, c'est pour moi le 1er, critère de recrutement. Au moins, tu sais pourquoi tu bosses. C'est pas pour faire des KEuro à la fin du mois parce que je suis pas mal de comptes, sur Insta, les KEuro, tout ça. Non, on bosse pour aider les gens et ça, c'est quand même vachement beau. Malheureusement, il y en a qui en ont un peu profité pour se dire: «Ouais, mais comme tu as cette valeur-là, bah, peut-être je peux t'en retirer par ailleurs sur ta fiche de paye parce que je sais que tu vas rester, parce que les gens, tu as envie de les aider». Et ben, c'est ce contre quoi on essaie de lutter. on reviendra sur le côté le fait de rester. Mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Tout est intéressant, hein, mais tu as dit un truc super intéressant qui était le fait de dire qu'en gros, il faut en parler. Mais comment tu fais pour en parler? Parce qu'en gros, on sait très bien, et c'est ça aussi, ça m'intéresse, comment tu fais pour diffuser, tu vois, comment dire, ton besoin de recrutement, pour diffuser ton image. Surtout sur des profils, en fait, qui sont des profils, là, pour le coup, je mettrai l'accent sur les profils compliqués ou différents. Parce que j'ai envie de te dire, des jardiniers, des employés de maintenance, des ATSEM, des profils comme ça, bon, la majeure partie, en fait, elles savent où aller chercher et donc du coup, elles sauront en gros, enfin, tu pourras les toucher dans ta manière de parler et tu pourras leur expliquer. Mais demain, tu as besoin de recruter à la SI, tu as besoin de recruter dans d'autres endroits où franchement, le secteur public, il est pas attractif pour un sou, ou tout du moins les gens le croient que c'est pas attractif. Comment tu fais pour leur parler à ces gens-là? Parce que
encore une fois, un jardinier, bah, il n'a pas 36 000 endroits où aller bosser. Il peut aller bosser dans le privé ou dans le public, mais les deux sont connus. Un SI, au départ, enfin une personne dans les SI, au départ, jamais il va aller au public. Hem, il y a plusieurs réponses à cette question. Moi je donne leur chance à des profils qui n'ont aucune chance dans le privé. Parce que, bah, il faut le dire, hein, dans le privé, bah, ils recrutent pas avec les mêmes standards de qualité que chez nous. Moi, je suis un recruteur, j'ai pas de problème, je suis très fier de le dire, je suis un recruteur qui recrute, proprement sur, les enjeux de discrimination, d'égalité des chances. On est au carré sur, le recrutement non discriminant, la féminisation de nos annonces. On a un score de 95 sur 100 sur l'égalité femmes-hommes, dans les indicateurs, sur justement rémunération, et cetera. Donc je trouve des profils qui sont jetés comme des malpropres du privé. Donc, candidater, j'en profite, s'il y en a 2-3 qui regardent sur la vidéo. S'il y a une centaine de recruteurs qui vont répondre pas, bon, je garantis pas des réponses à tout le monde parce que je reçois beaucoup de candidatures, mais on arrive déjà ce pied-là. Ouais, il y a des gens qui se font jeter parce que, bah, il faut le dire, leur adresse, leur couleur de peau, ils sont discriminés, quoi. D'autres endroits, on peut commencer aussi à aller chercher à la source. L'apprentissage, et notamment dans les systèmes d'information, pareil, on donne leur chance à des profils qui n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas la famille, les parents, machin. Venez commencer chez nous. OK, oui, il y a des juniors qui me demandent le salaire de mon directeur, hein, des systèmes d'information. C'est vrai, j'ai eu cet échange avec un junior et elle c'était une femme en l'occurrence, elle avait raison. Elle était tout à fait fondée à me demander ce salaire. Mais si elle veut ce niveau de salaire, il faut qu'elle aille bosser dans les grands groupes, Thales, bref, je nomme pas pour cibler, mais il faut qu'elle aille bosser là où on offre ce type de salaire. Moi, j'offre une qualité de vie, c'est différent. Chez nous, et on ne travaille pas jusqu'à pas d'heure, puisqu'on est des employeurs qui respectons la loi. Donc, ben, on fait ses heures, et puis le soir, on rentre chez soi. Et si on a un gamin à s'occuper, on peut prendre un mi-temps s'il y a besoin. Enfin bref, on accompagne nos agents. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis enfin, sur cette question de comment on fait pour en parler, là encore cette semaine, j'ai eu un exemple. J'ai reçu un message sur LinkedIn. On m'a dit, voilà, j'ai vu ce que vous faites. Je trouve que votre politique d'employeur, elle est vachement intéressante. J'ai vu que vous aviez ce poste qui a un profil un peu spécifique qui est dispo. Est-ce qu'il est encore disponible? Est-ce que je peux candidater? Oui, avec plaisir, candidater. Et en réalité, on a un petit peu imbriqué notre communication interne et notre com externe. Et ça, c'est ce qui aide justement à créer un cheminement entre: «Ah, ils font un truc intéressant à la ville de Villejuif. Ah, en fait, c'est une action de l'employeur. Ah, je candidate». On fait un tunnel comme ça de conversion, si je puis dire, pour que justement les gens se disent: «Mais en fait, cet employeur, il a l'air intéressant». Un exemple pas plus tard qu'aujourd'hui, jour de notre tournage, dans la matinale de France Inter, il y a la ville de Villejuif qui a été mentionnée. On était très contents parce qu'ils ont parlé d'une initiative qu'on mène en destination de nos agentes ménopausées, qui s'appelle donc des Ménopauses Café. On a obtenu un fonds de la direction générale de la DGAFP sur le sujet fonds pour l'égalité professionnelle. Et comme nos agents ont une moyenne d'âge de 45 ans et que c'est surtout des femmes, elles sont concernées en premier lieu par la ménopause. Et donc d'organiser ces temps d'échange, bah, ça va justement nous permettre d'adapter notre travail, de faire en sorte que on offre un cadre de travail qui soit bon et qui soit sain pour des agents qui ont ces sujets de santé, qui traversent cette étape de leur vie. Et donc, on en parle sur France Inter. Du coup, on se dit, mais cet employeur réfléchit à ces questions. Ah, bah, pourquoi pas candidater? Tiens, s'il y a un poste qui correspond à mon profil, même atypique. C'est hyper intéressant parce que au final, ça montre qu'il y a des choses à faire puisque t'as pas un meilleur salaire qu'ailleurs, surtout pas sur des profils qui sont des profils en tension. Là, je pense que sur des profils justement de plutôt IT, t'es vraiment loin des standards privés. Donc du coup, ça veut dire que si tu arrives à recruter, c'est que tu prends des biais, enfin tu prends des chemins que les entreprises privées ne prennent pas. Donc on revient dessus, le fait de ne pas être discriminant, et ça c'est une force. Le fait de prendre des profils qui sont des profils peut-être un petit peu plus bas, mais que tu vas amener à pousser, ça aussi c'est une autre force. Et le dernier point, c'est comme tu le dis, il faut parler, il faut montrer qui tu es, il faut montrer ce que tu fais et être fier. Et je pense que c'est peut-être là aussi où il y a eu un point de bascule ces dernières années avec le secteur public, c'est que des personnes comme toi commencent un petit peu à communiquer sur le sujet, sur le fait qu'ils sont fiers de bosser dans le secteur public et qu'ils n'ont pas honte, ils sont pas... On a l'impression qu'à un moment donné, c'était un petit peu vivons heureux, vivons cachés, tu vois. C'est-à-dire qu'on reste dans notre coin. On veut pas en fait se comparer au privé parce qu'on a peur d'être comparé au privé. Tu vois, quelque part, ça semblait être un peu ça. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et après, vous faites des choses en interne qui sont intéressantes et qui vous permettent justement de vous exprimer, comme tu le dis sur France Inter. C'est moins la comparaison avec le privé que la peur comment dire, de parler à la place de ceux qui sont élus pour. Moi, je suis pas élu.
Je suis juste un agent d'administration. Mais j'explique pourquoi il y a eu cette peur. Voilà, j'explique cette peur. Il y a beaucoup de collègues qui me disent c'est pas ma place. Et surtout, qui me disent, moi, je fais pas ça pour la gloriole. Oui, mais pourquoi ça serait moins ta place que celle d'un RH d'une entreprise privée? Ah ben moi, je suis le premier à le dire. Ce serait la même C'est pour chose. ça que je suis là Tu vois, on est aujourd'hui. d'accord. Parce que le RH d'une entreprise privée pourrait se dire, ah bah, c'est le rôle de mon chef, c'est le rôle de mon chef d'entreprise, c'est le rôle de mon CEO, c'est le rôle de tout ça de parler. Et il y en a beaucoup qui se le disent. Ah, attention, il y en a beaucoup qui se le disent. Et non, non, c'est aussi le rôle du RH de montrer ce qu'il en est, parce que le RH normalement censé être quand même la figure de proue d'une politique globale employée, d'une politique candidat, d'une politique RH. C'est la figure de proue. Et je pense qu'il y a aussi le fait que c'est récent les DRH. C'est-à-dire que jusqu'à il y a à peine 20 ans, il n'y avait pas de direction, c'était des services des ressources humaines. Et en plus de ça, on est le cœur du réacteur, on est très tourné vers l'intérieur. On a moins que d'autres directions du contact avec l'extérieur, des prestataires, des associations, qui nous amènent justement à discuter, à avoir des événements professionnels. C'est pas vivons bien, vivons cachés, c'est moins j'en dis et moins je révèle sur, enfin je le dis, à la commune de Villejuif, on a aussi des problèmes parfois disciplinaires. On a des agents qui sont en très grande précarité sociale et qu'on accompagne grâce au travail de notre assistance sociale, qui ont des très gros problèmes de santé et qu'on accompagne parce qu'on a la chance d'avoir un médecin du travail. Pareil, on est tellement heureux d'avoir un médecin du travail. Mais tout ça, c'est aussi des choses qui font que on n'a pas. Enfin voilà, moi, j'ai pas spécialement. Et c'est pas quelque chose que je mets en avant le plus souvent dans mes publications. Mais c'est dans mon boulot, ça me prend beaucoup de temps. Et donc, c'est sûr qu'il faut réussir justement à faire la part des choses. Il faut être aussi, là, je pense que je l'ai été assez sincère sur la réalité du métier. Il ne faut pas non plus envoyer des paillettes et puis derrière des illusions. De toute façon, les gens, ils partent. Bien Si sûr, on leur vend du rêve et qu'il ne se passe rien derrière, voilà. Au contraire, moi, je joue sur c'est une transparence et une honnêteté. C'est-à-dire, voilà, on est fiers, mais ce qui nous permet d'être fiers, c'est les trucs cool et aussi les galères qu'on a traversées en se serrant les coudes. tu nous as expliqué un petit peu comment tu pouvais être attractif. Maintenant, c'est la question qui suit. Comment tu fais pour les garder? Étant donné qu'au bout d'un moment, on sait très bien, et d'autant plus cette nouvelle génération, alors nouvelle génération, c'est pas forcément les jeunes, hein, c'est la Hum, nouvelle génération au global, hein. hum. C'est-à-dire la nouvelle génération du monde du travail qui est plus volatile, qui est... Alors, la quête de sens, tu y as un peu répondu, parce que clairement, le service, c'est un service public, donc ça a du sens. Mais le besoin de stimulation, le besoin d'être toujours là, et puis après, tu as aussi une fatigue quand même, mine de rien, dans beaucoup de métiers qui sont chez toi. Tu as beaucoup, beaucoup de fatigue, une fatigue mentale, une fatigue physique. Comment tu fais pour conserver les personnes? Et est-ce que tu veux les conserver au final? Alors, oui, clairement, on veut conserver nos collègues. Plus que conserver, on veut les accompagner et leur permettre de s'épanouir. Voilà, et ça c'est dur parce que on vient de loin. Je veux dire, on vient de se farcir. Moi, depuis que je travaille, c'est-à-dire que je suis un professionnel titulaire enfin, du public, j'ai commencé en 2019. Crise sur crise, tous les 6 mois, je traverse une nouvelle crise. Le Covid, la crise énergétique, la crise environnementale, la crise numérique, si tu te fais attaquer, cyberattaquer, enfin, il y a des crises partout, tout le temps. Les émeutes, les incendies, voilà, j'étais en astreinte la semaine dernière, un incendie, bref, il y a des crises tout le temps. Et c'est ça la réalité de notre vie maintenant. Qu'on le veuille, je dis pas que je suis heureux de ce fait, je dis que c'est la réalité. Donc il faut réussir à apporter comment est-ce qu'on fait pour apporter de la confiance dans le changement. Malgré le changement, comment est-ce qu'on fait pour être confiant? Parce qu'on sait que le changement fait peur. Et là, l'enjeu, c'est d'arriver à être un employeur qui offre, qui dit pas on va arrêter de changer. Parce que si on arrête de changer, on disparaît. Mais qui dit plutôt, au contraire, on va embrasser ce changement et on va choisir. Et du coup, on va être acteur de ce changement. Et en étant acteur, au moins, je sais ce que je fais et donc j'ai moins peur parce que je suis acteur. Et ça, c'est pour. Bon, ça, c'est un peu. Voilà, je suis un peu dans le monde des idées, mais je redescends tout de suite. On l'applique très concrètement. Quand on est arrivé, il y a eu les 1607 heures. Donc, dans le public, il a fallu que tous les agents se mettent aux 1607 heures parce que, bon, bah, encore une fois, la rengaine, c'est feignant qui foutent rien, etc. J'aimerais voir hein, aller dans une école, travailler un de ces quatre là pour voir un peu comment on s'occupe de gamins toute la journée. Voilà, on est au travail, hein. Par contre, il fallait travailler 1607 heures. Donc, la ville de Villejuif n'était pas forcément favorable avec cette démarche-là. On est allé au tribunal administratif, on a perdu. Dont acte, on va pas créer le Villejuifistan, c'est la France. Donc on respecte les consignes. Donc 1107 heures, ça veut dire des heures de travail supplémentaires. Et ben on a demandé aux agents, vous voulez en faire quoi? Parce que nous, à la base, on ne voulait pas travailler autant, parce que travailler autant, ça abîme les gens.
Ça les fait qu'ils sont moins engagés au travail et du coup, on a encore plus d'arrêts maladie. Donc honnêtement, nous, on serait même pour baisser le temps de travail. Mais comme on est obligé d'utiliser ces heures, on a demandé aux agents. Ils nous ont répondu. Ils nous ont dit: «Je veux du temps pour faire mon travail plus consciencieusement, mieux. Je veux du temps de réunion et je veux du temps pour exprimer mes idées parce qu'on ne me laisse pas exprimer mes idées.» On a fait un appel à l'Observatoire de la société de consommation, donc un institut d'enquête statistique, hein. On n'a pas fait un sondage sur Google Forms, on a mené une enquête statistique auprès de nos agents qui nous a indiqué que les agents ne faisaient pas confiance à leurs encadrants et entre eux, ils ne se faisaient pas vraiment confiance, qu'ils avaient l'impression que le monde changeait trop vite et qu'on ne les soutenait pas, qu'on ne leur faisait pas confiance et qu'on n'écoutait pas leurs idées. Quand on a vu ça, Tu tombes de haut, hein. ouais, C'est compliqué. ouais, on a du travail, ouais, effectivement. Et là, dans les 5 dernières années, bah, on a pris ça à bras le corps et dans chacune des actions RH qu'on a conduites et managériales, on s'est dit: «Comment est-ce qu'on fait pour renverser cette dynamique?» On a réorganisé l'intégralité des directions de la collectivité, d'abord pour répondre aux nouvelles ambitions de politique publique, mais surtout pour créer des temps de management dans chacune des directions. Parce que jusqu'à présent, c'est très taylorien, le service public. Tu arrives le matin, je reprends l'exemple des écoles, tu arrives dans ton école, tu commences parfois à 6 heures ou espace vert, propreté urbaine. Tu arrives le matin, 6 heures, tu prends ton balai ou tu montes avec ton glouton, donc la petite machine pour nettoyer. Tu reviens le soir à 16 heures, fini, tu rentres chez toi. Tu fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la seule lien que tu as avec ton encadrant, c'est le planning qu'il affiche sur le mur le lundi matin. On a voulu mettre fin à ça. Donc on a créé des temps de 1 heure par semaine, c'est pas la mer à boire, mais juste pour que l'encadrant puisse s'asseoir avec ses agents et parle un peu de ce qui se passait autour d'eux et comment ils pouvaient s'impliquer dans les missions, dans les autres métiers, etc. Et on a vraiment hybridé nos politiques publiques. Dans les écoles primaires, on a créé des cours éveil, des espaces verts. Donc maintenant, la direction des espaces verts qui entretient, bah, elle travaille avec la direction, de l'éducation. Avant, ils se parlaient pas beaucoup et donc maintenant, bah, les agents échangent entre eux et cetera. Une fois qu'on a créé ces temps, les encadrants nous ont dit: «Ouais, mais j'ai rien à leur dire aux agents. C'est-à-dire, vous m'avez donné du temps, mais je sais pas quoi en faire» parce que, ils avaient jamais managé, c'est-à-dire accompagné des agents vers un projet. Quand on leur parle de projet, eux, ils disent: «Non, moi je fais pas de projet, je fais le service public. Je viens le matin, je pointe, j'attends qu'il y ait l'usager, pas de client, l'usager, le citoyen qui arrive et c'est tout». Alors que et donc on leur a donné des projets. Et un exemple dont on est assez fier, c'est le budget participatif des agents, qui s'est fait en miroir avec le budget participatif de la ville, donc encore hybridation des stratégies extérieures et intérieures. Et en fait, on leur a dit, voilà, 100 000 euros par an pour améliorer votre quotidien. Donc allez-y. Discutez, débattez. Par contre, quelques règles quand même. Il faut que ça bénéficie à tous les agents, pas excluant. Et puis, faut être dans le respect de la légalité. Et pas d'animaux, s'il vous plaît, parce que pour s'en occuper, après, qui va s'occuper du petit chat que vous aurez acheté? Parce que tout le monde veut acheter des chats. C'est bien, mais bon, qui va s'en occuper? Et donc, là, on est à notre deuxième édition et ça a été un carton. Il y a des collègues qui se sont achetés des frigos congélateurs parce que la ville, elle offrait des frigos mais pas des congélateurs parce que c'est un peu cher. Donc, ils ont pris un frigo congélateur. Et là, pendant l'été, ils étaient avec leur Mister Freeze, ils étaient super contents. Au-delà de l'aspect sympa, c'est en fait un vrai aspect, un vrai enjeu de cohésion et surtout ça donne l'opportunité à des agents qui ne le font jamais de piloter des projets. Parce que ouais, pour acheter une machine à café, il faut que tout le monde soit d'accord. Est-ce qu'on prend des dosettes? Est-ce qu'on prend d'autres trucs, etc. Et donc il y a plein de collègues qui se sont révélés comme ça et qui ont découvert comment on fait pour faire l'action publique. Donc pour acheter une machine à café, il faut passer un marché, faut comparer des devis parce qu'on ne gaspille pas l'argent public. On n'achète pas à volo. Peut-être tu peux aller voir dans une recyclerie si tu veux aménager une salle comme ce super studio. Ce qu'on a fait nous à notre DRH, on a utilisé l'argent pour créer un espace qu'on appelle le salon. Et faut aller démarcher. Tu as une petite table dans une recyclerie. Ah, comme ça, on fait le maximum de notre budget. Et ça a permis à des agents de se révéler, de découvrir comment on passait des marchés, comment on faisait avec les finances pour avoir de l'argent, etc. Et finalement, ils se sont dit, on a mis des stickers partout financés par le budget participatif. Donc c'est possible en fait, quand tu donnes ton idée, en fait, il se passe quelque chose. Et donc tu peux le faire aussi sur les politiques publiques. Et là, comme ça, on a engagé des gens à proposer des trucs hyper innovants. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à une implication dans le travail renouvelée, malgré le fait que certains soient en poste depuis longtemps et quand on les a trouvés, ils étaient désabusés.
le côté budget participatif, c'est super intéressant. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut clairement se faire dans le secteur privé Ah, aussi. complètement. Et qui est pas souvent fait parce que tu vas potentiellement dire, OK, on va poser des questions, on va faire un questionnaire et tout, mais c'est loin du budget participatif. Le budget participatif, c'est une vraie implication. Donc ça, c'est un truc qui pourrait être en tous les cas, c'est une très bonne idée. Je trouve ça très, très cool. Le fait de dire, on vous donne un budget pour améliorer votre quotidien, de toute façon, on va le dépenser. Comment vous faites? Faites-le ensemble. C'est un élément de cohésion extraordinaire, un élément aussi de compréhension, comme tu le disais, parce que là, tu parles de marché public. Dans une entreprise, tu as pas forcément des marchés publics à passer, mais au moins une manière de voir, de gérer et tout, c'est hyper intéressant. Ça, c'est une vraie très, très bonne idée qui peut être transposable sans aucun problème, Et quoi. là, donc, on monte tout ça, on respecte exactement les mêmes règles qu'un budget participatif classique. Donc, on a un comité de faisabilité qui est choisi au niveau de la collectivité, qui va vérifier que chacune des propositions est bien conforme aux règles et respecte bien le budget qui a été alloué. Et ensuite, eh ben, banco, on y va. Bon, là, nous, en novembre, à la DRH à Villejuif, on va aller faire une journée dans un parc, comment ça s'appelle, dans un espace d'escape game, de cohésion. D'ailleurs, il faut que je choisisse mon activité, je suis en retard. Et tous les collègues, voilà, ont pu s'exprimer justement sur cette opportunité. Et s'ils le font pas, bah, il y a cet aspect, et ça, c'est quand même quelque chose on n'a pas fait exprès, on le voulait pas, mais pour nous, ça montre que ça a marché. Il y a cet aspect de mince, on est passé à côté d'un truc, quoi. Il y a le FOMO, voilà, le Fear of Missing Out qui s'est mis en place. Comment ça s'appelle, la première édition, ça a été porté parce qu'il y a des managers qui s'en sont emparés. On a fait de la retape, allez-y, candidatez. Ça se fait pas comme ça, hein. Il faut accompagner, il faut faire des kits pour que les managers conduisent les temps de discussion, de réflexion, de vote, de présentation des idées, tout ça. Et donc, clairement, la première édition, il y a des directions ou des services qui sont passés à côté parce qu'ils ont loupé les deadlines. Et donc, tant pis, l'argent, ils n'ont pas pu le dépenser. On l'a réinvesti sur d'autres collègues qui avaient des. Voilà, on a été sympa, vous dépassiez de 200 €. Bon, bah voilà, et on a réalloué les enveloppes. Et il y a des directions qu'on puisse refaire des coins cuisine. Voilà, ils ont fait tomber une cloison, ils se sont fait une cuisine américaine. Ils sont super contents, c'est les collègues de la com, je salue. Et ça, clairement, bah, les autres directions se sont dit mince, mais pourquoi on ne l'a pas fait nous aussi? Et là, bah, deuxième projet, deuxième édition, 1000 participants sur les 1600. Donc, carton, encore une fois, une mobilisation de la chaîne hiérarchique. Encore merci les collègues d'avoir répondu à nos mails, mais ouais, ça fait plaisir, ouais. Ah, mais c'est hyper important parce que ce que tu dis, c'est ultra engageant. Ça te permet justement d'engager un collectif ensemble par rapport à des idées. Et si en plus derrière, alors peut-être que tu as des exemples à nous donner, mais si en plus derrière, ça amène justement sur l'innovation globale comment dire, de la ville, ça c'est hyper intéressant parce qu'on sait que c'est ça qui est nécessaire. On sait que sur la chaîne de valeur d'un collaborateur, on sait que le stade suprême, c'est l'innovation. Et c'est ce que tu vas faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient un leader, et après, ça devient un expert, ensuite un leader, ensuite quelqu'un, enfin un ou une, ensuite quelqu'un qui innove. Si tu arrives à apporter ce côté, alors je pense que dans le secteur public, le côté expert, tu l'as. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y a des gens qui arrivent, qui ont une certaine expertise, qui ont une forme de côté leader, parce que je pense qu'après, tu me contrediras peut-être, mais je pense que le côté mentorat est beaucoup plus développé dans le secteur public que dans le secteur privé. Ce côté un peu transfert de compétences, accompagnement des jeunes générations, pour moi, il y est beaucoup plus dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc, ces deux niveaux, tu les as. Donc, après, c'est le niveau ultime qui est le niveau de l'innovation qui va permettre à tes agents de rester ou pas. Et donc, ce côté, ben voilà, ça le développer, pour moi, c'est la. C'est le moyen de les conserver, quoi. Et ça, c'est juste, c'est l'accroche, c'est le truc qui permet de rentrer dans, justement, comme je disais, c'est possible, on peut faire, quand on propose des idées, on peut le faire. Pareil, ce qui peut être ce qui peut être une innovation dans le public, c'est que ça peut être quelque chose de tout à fait normal dans d'autres secteurs. Une innovation, c'est pas forcément quelque chose de complètement jamais vu. C'est peut-être parfois une transposition de quelque chose de déjà fait dans un nouveau domaine. Et là où on engage les collègues, c'est justement de mettre en place un management qui se veut plus participatif. Sur la transition écologique encore, là, on a lancé un séminaire sur 6 mois où on a embarqué la moitié de nos cadres, à peu près 70 personnes, sur une formation qui se veut à la fois transition écologique et innovation publique. Dans une logique de dire, la transition écologique, c'est bien quand on nous fait la présentation, nos agents nous ont dit, OK, j'ai compris, je suis sensibilisé, mais comme je disais, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment j'active? Et à l'inverse, on avait des encadrants qui nous disaient, les formations d'innovation, design de service, double diamant, c'est super cool, mais en pratique, je vois pas trop sur quoi je peux le mettre en œuvre. Alors pour nous, c'est assez évident.
Donc on s'est dit: «On va faire rencontrer les 2 problèmes». On a du coup, on travaille, sur le sujet pour essayer d'accompagner les agents à s'approprier les questions d'innovation, sur le prisme de la transition écologique. Donc on a pris 5 des sujets sur lesquels on est le plus en difficulté et on s'est dit: «Faites-nous des prototypes et en fonction des prototypes, on ira voir comment on peut justement avancer sur ces sujets-là». On s'est adjoint le cabinet Curiuser pour avancer là-dessus et là, justement, on accompagne nos encadrants à non seulement, eux-mêmes expérimenter le truc et ensuite le porter dans leurs équipes. Donc on attend des vrais effets d'ici, là, 1 ou 2 ans sur le sujet et puis, cette question d'innovation, on la voit dans nos équipes aujourd'hui. Là, pendant la nuit blanche, cette année, la ville de Villejuif, a un peu prédit le thème, sur le cinéma. On a fait un truc, sur la fabrique du film avec, Michel Gondry, donc, qui est venu à Villejuif et du coup, on s'est retrouvés, mis au pinacle de la programmation globale de l'événement parce que on a des équipes qui se sont senties en confiance, dans notre école municipale des beaux-arts, qui ont dit: «Allez, on le fait, on monte un décor, on recrée une fausse station de métro, et on y va et on va pouvoir le faire et on va être accompagnés pour le faire». Et ils l'ont été et ça a marché. Il y a Michel Gondry qui est venu faire un petit coucou. Enfin, les enfants ont pu réaliser leur film et ça, bon voilà, je vous donne un exemple de politique publique. Je m'excuse auprès de tous les collègues et de toutes les super initiatives que j'ai pas pu citer. C'est encore un problème de 150 métiers qui font des trucs tous les jours, super enthousiasmants. Mais voilà encore un exemple de collègues qui se sentent autorisés à proposer. Parfois, on va pas tout faire. Il y a des trucs déjantés qu'on a encore dans les cartons. Vous allez voir, il y a plein de trucs qui nous restent encore à faire. Mais au moins, on a réussi à passer ce cap de oui, peu importe que tu sois là depuis 20 ans ou arrivé depuis 2 mois, tu peux faire une proposition. Et ça, on le dit aux nouveaux arrivants. On fait tous les 6 mois une journée des nouveaux arrivants où on propose, comme aux nouveaux habitants, qu'encore cette fusion entre com interne et externe, un tour de la ville en tuk-tuk. Donc, on va voir tous les grands projets de la ville, tous les nouvelles stations de métro, les nouvelles écoles, etc. Et puis ensuite, on passe une journée ensemble à échanger. Présente, sujet RH, qu'est-ce que c'est être agent, qu'est-ce que c'est les obligations déontologiques, je fais mon DRH bien aussi sur les obligations, droits et devoirs du fonctionnaire. Mais surtout, par ce biais-là, on montre aussi que Villejuif, c'est pas une commune comme les autres. Et donc, ouais, être un agent public, c'est aussi monter dans le tuk-tuk, aller sur le terrain, sortir de son équipement. Et oui, tu vas être assis à côté du nouveau directeur. Tu es agent des espaces verts. À côté de toi, il y a le nouveau directeur de la police municipale. Vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir échanger des idées et peut-être que on va faire des super projets ensemble. Franchement, ça donnerait envie de venir chez Mais toi. Mais postulez, tu villejuif.fr. tu donnes envie de venir chez toi, mais réellement, réellement. Trop cool. On a fait un petit peu le tour. On a vu un petit peu la différence entre les différents secteurs. On a parlé des différents défis auxquels tu devais faire face au quotidien, que ce soit les défis d'attractivité, les défis de compréhension, les défis de stimulation. Tu nous as expliqué un petit peu tout ce que vous mettiez en place, ce qui est assez intéressant parce on perçoit que vous faites plein de choses aujourd'hui dans le secteur public, notamment à Villejuif, avec des idées qui peuvent être reprises par le secteur privé, comme le budget participatif ou autre. Donc ça donne quand même une image complètement différente de ce que c'est aujourd'hui, même si c'est peut-être pas le cas partout. En tous les cas, c'est le cas dans certaines, notamment chez toi, et c'est pour ça que c'était très intéressant de t'entendre. Maintenant, on va faire un petit peu de fiction, juste pour terminer cet épisode. Euh, Toi qui es là depuis pas si longtemps, mais quand même depuis quelques années, qui voit comment ça bouge, qui a envie de faire bouger les choses, tu le vois comment le secteur public d'ici 5 ou 10 ans? Est-ce que tu le vois vraiment atrophié, sans rien, sans moyens, à la merci comment dire, du privé, parce que du coup, il n'y aura plus rien, totalement contractualisé et compagnie, ou comment tu le vois? Comment tu l'imagines? C'est pas une question facile. Je vais répondre à un premier truc d'abord. Même quoi qu'il arrive, moi, je serai là. C'est-à-dire, s'il faut que je sois là pour éteindre la lumière, même si on est à l'os, marabout, bout de ficelle, on fera des trucs. Et on fait des trucs. Et on montrera qu'il y a un service public dans ce pays. C'est pas pour rien. Et il a justement des choses à apporter au débat et des propositions à faire sur le modèle de société qu'on veut collectivement, qui peuvent être entendues et qui proposent une voie alternative à ce qui est en train de se faire dans plein de pays. Parce que
il y a des choses, on parle de la richesse du modèle français, de notre excellence, de nos beaux bâtiments haussmanniens, etc. Mais s'il y a un truc dont on ne parle pas beaucoup et qui est vu par certains comme un fardeau ou une mine de ressources à aller capter, c'est notre service public. Et finalement, ce service public-là, il peut servir à proposer des réponses aux défis qui nous attendent demain. Là, en l'occurrence, dans les jours qui viennent, on va proposer un festival sur le futur punk à Villejuif. Donc, c'est de la science-fiction positive sur c'est quoi le monde d'après, qui a vécu la catastrophe, mais qui propose des modes de société qui sont enthousiasmants. Et je pense que le service, dans 10 ans, mais peut-être même un plus loin, le service public, il pourrait proposer ça, c'est-à-dire des espaces de vie en commun qui sont des espaces où il fait encore bien vivre, il fait bon vivre. Et ça va pas être garanti tout le temps. Là, on se parle de c'est quand les prochaines vacances, mais il y en a plein qui ne se parlent déjà plus de ça, et bientôt qui n'auront plus les moyens de se poser ces questions. Donc j'espère qu'on aura encore les moyens de réfléchir à des politiques publiques du bien vivre ensemble. Pour faire des espaces qui sont agréables à vivre et pas juste survivables, qui sont des endroits de vie. Voilà, ça c'est mon rêve, de proposer des espaces à 10 ans, pas de survie, mais de vie en commun. Et je pense que ça peut se faire par le biais d'une fonction publique de statut qui cohabite avec des agents qui sont contractuels parce que ils ont leur propre, enfin chacun fait son chemin de vie, etc. Je veux pas rentrer, voilà, je rentre pas dans le débat du statut, je rentre dans ce qu'on fait. Mais c'est clair que pour moi, ça c'est pas un espace marchand. Donc les préconisations de la Cour des comptes ou du MEDEF récemment sur voilà le nombre de têtes à couper dans les services publics ne me paraissent pas être le moyen d'aller vers cet idéal, si je peux le dire sans être trop politiquement engagé. Avant de clôturer et sans être non plus trop politiquement engagé, je pense qu'il y a j'adhère complètement à ta vision qui serait ultra intéressante. Le fait d'avoir un service public qui t'amène à mieux vivre, à bien vivre, comme tu dis, et pas à survivre. Maintenant, il est certain qu'il va falloir quand même, à un moment donné, être conscient de ce qu'on est capable de faire. Et je pense que, alors, encore une fois, on ne parle pas de politique ou quoi, mais il faut pour ça que le service public se renouvelle. Et je parle du service public dans son ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'un des problèmes qu'il y a, c'est qu'il y a une stigmatisation du service public en général qui ne tient pas compte des particularités du service public et donc du coup qui amène à ne pas pouvoir, comment dire, réellement appréhender ce changement comme il le doit et apporter et remettre aussi réellement comment dire, tout l'intérêt qu'il a et tout, même plus que l'intérêt, toute la nécessité en fait d'avoir ce service public. Et quand on pense nécessité, on pense uniquement aux hôpitaux, mais non, le service public, il est nécessaire dans plein d'autres endroits. Mais il y a aussi plein d'autres aspects qui aujourd'hui ne sont plus forcément nécessaires parce que trop développés, parce que trop, comment dire, trop de décentralisation, enfin trop comment dire, de couches sur des couches, sur des couches, sur des couches, sur des couches, qui font que aujourd'hui, on n'a pas recentré justement sur ce que tu dis. Il y en a qui vont trouver que je suis trop idéaliste dans mon propos. C'est un peu à dessein. C'est quelque chose qu'on entend, c'est une voix qu'on n'entend pas souvent. Je cherche à faire, je dévoile mon intention. Je veux faire bouger la fenêtre d'Overton. On peut faire plein de choses. On est quand même encore dans les top 10 des puissances du monde mondial. Il y a des moyens de faire plein de choses. Justement, quand on arrive à agréger des volontés de gens qui savent pourquoi ils font quelque chose et que c'est pas dans l'intérêt particulier de certains, mais que ça se fait dans l'intérêt général. Voilà, moi, une phrase qui me tient à cœur, c'est que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Donc, si on enlève encore et si on déplume le mammouth, là, comme on dit, là, du service public, on enlève encore plus à ceux qui n'ont rien. Donc, c'est vrai que proposer cette vision de pas une charge, mais aussi une richesse, c'est quelque chose dont on s'évertue à faire la preuve au quotidien. Et je pense que un de nos défis de demain, ça va être de continuer à faire cette preuve. Très cool. Merci beaucoup, Steve. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on va recommencer. On va continuer le débat plus tard dans d'autres émissions. Avec plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura un petit peu ouvert votre idée pour ceux qui connaissent moins le secteur public sur justement le secteur public, comme quoi ça peut être ultra attractif, intéressant, innovant. Une nouvelle manière de le voir comme on ne le voit pas souvent. Et pour ça, vraiment merci encore une fois Steve. Et puis des idées parce qu'on a sorti des idées qui peuvent être reprises par le privé. Donc perso, j'ai trouvé ça super intéressant et super cool. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Félicitations, vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout.
Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de nous aider? Vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite.